45 ans d'âge et c'est toujours aussi jouissif. Salut à tous. Alors aujourd'hui, donc j'entame un nouveau cycle vidéo en vous parlant donc de Evil Dead à l'occasion de la sortie du prochain opus début juillet. Et donc voilà, donc film réalisé en 1981 par Sam Raimi avec au casting Bruce Campbell, Hélène Sandweiss ou encore Al Delric. Alors le résumé en quelques mots, 5 jeunes vacanciers s'installent dans une baraque au cœur d'une sinistre forêt et en descendant dans une cave lugubre, les deux garçons de la bande découvrent un vieux magnétophone qui, une fois remis en marche, émet une incantation magique, laquelle réveille les forces du mal, déclenchant ainsi une horreur sans nom. Alors qu'est-ce que je pense de ce tout premier chapitre? Eh bien, ma foi, c'est un chef-d'œuvre du genre et voilà, je l'aime beaucoup. Alors, commençons par la mise en scène. Alors déjà, bon, voilà, on a d'abord la shaky cam qui est un système qui a été inventé par Sam Raimi lui-même. Je rappelle que le film a été tourné avec un micro budget. Je veux dire essentiellement les week-ends dans des conditions et ça sent, voilà, au niveau notamment des paysages en extérieur, donc filmé avec des petits moyens, voilà. Et donc la shaky cam, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce sont des plans de caméra subjectifs pour matérialiser la force démoniaque et invisible qui fonce à toute allure à travers les bois. D'ailleurs, Sam Raimi a la brillante idée de commencer son film de cette manière-là et on va voir cette caméra, donc cette shaky cam qui va foncer comme ça de manière très menaçante, très agressive, comme s'il y avait une sorte littéralement de mal invisible ponctué en plus de ricanements sonores et stridents. Belle manière d'installer un climat d'horreur et d'angoisse pure. Alors on a aussi ce qu'on appelle littéralement la signature rémiesque, c'est-à-dire les plans décalés qu'on peut retrouver dans quasiment tous ses autres films, que ce soit dans ses Evil Dead, dans Darkman, dans sa trilogie Spider-Man, ou même dans Doctor Strange 2, voilà, où en gros ce sont des plans décalés, donc c'est-à-dire des plans où vous voyez voilà comme si la caméra reculait, comme si la caméra était penchée comme ça un peu verticalement, un peu comme si vous étiez sur un pont qui break-ballait, et c'est une manière de symboliser le décalage entre les personnages et ce qu'ils doivent affronter, voilà. Et alors, donc Rémi joue également sur l'angoisse et l'attente, avec, je le disais, une angoisse qui se traduit par une musique volontairement macabre et, je veux dire, une caméra volontairement granuleuse, comme je disais, hein, où on sent l'étroitesse du budget, mais comme je dis, on le sait bien que la plupart des très grands films d'horreur ont été faits avec des micro-budgets, voilà. Rappelez-vous Massacre à la tronçonneuse ou Halloween, pour ne citer que les plus célèbres. Et alors, Rémi joue également beaucoup sur la profondeur de champ, c'est-à-dire qu'on va voir les personnages littéralement au centre du cadre et les démons en arrière-plan. Notamment à travers ce très beau plan, on va voir Ash, donc joué par Bruce Campbell, le personnage phare de la saga, et son pote qui vont être là au milieu du cadre, et en arrière-fond on va voir le démon qui est prisonnier sous la trappe et qui va tout faire pour essayer de s'échapper, voilà. Alors au niveau des maquillages et des gros plans visuels très gore, c'est voilà, ça vieillit toujours très bien. Alors comme je dis, c'est encore l'époque où on utilisait les maquettes ou les maquillages, que ce soit pour les films d'horreur ou même les, j'ai envie de dire, les blockbusters. Je pense notamment, voilà, Star Wars, la première trilogie Star Wars, où c'était vraiment ce qu'on appelait du mind painting. Il y a donc des corps peints à la main et des personnages qui étaient représentés souvent par des marionnettes ou des maquettes, idem pour les vaisseaux spatiaux. Et ici, en gros, les monstres, donc les démons, on sent que ce sont des acteurs maquillés. D'ailleurs, les maquillages n'ont pas pris une ride et sont toujours aussi effrayants et malaisants à regarder. Voilà, avec en plus un côté très sale gosse qui a fait
toute la renommée de Rémi, hein, avec ces démons à la fois qui crachent une sorte de liquide comme ça blanchâtre, gluant et dégoûtant, et aussi quand on les blesse, on voit d'énormes giclées de sang volontairement excessives, hein, je veux dire, et qui et même quand les démons, une fois morts, se décomposent littéralement avec les bras qui vont les transpercer de part et d'autre, puis tomber par terre jusqu'à se liquéfier avec des cafards qui vont butiner autour. Enfin, j'ai envie de dire, voilà, une méthode que Peter Jackson reprendra lui-même à travers son Blinded, hein, qui a été fait la même année, je pense, en 81, et encore quelques années plus tard, avec son mythique Blinded, où on dit souvent que Rémi et Jackson, et c'est pas faux, viennent de la même école, hein, je veux dire, de l'horreur bricolée à tout petit budget, fait en amateurisme. Voilà, et avec cette horreur comme ça, comme je dis, de sale gosse, hein, je veux dire, ou avec du gore volontairement excessif, du trash aussi volontairement outrancier, mais malgré tout, et c'est ce qui fait aussi la grande force du film, c'est qu'il y a un ton extrêmement tragique quand même, hein, je veux dire, la manière dont meurent les personnages est quand même hyper violente, hein. Rappelez-vous la petite amie de H, ce qu'elle subit dans les bois. Bon, je vais pas le dire ici pour ne pas avoir des problèmes avec YouTube. Sam Raimi lui-même dira quelques années qu'il est peut-être allé un petit peu trop loin. Toujours est-il que cette scène, bon, est certes très malaisante, mais en même temps, je veux dire, voilà, elle nous confronte à l'horreur pure, quoi. C'est-à-dire, elle est là pour nous dire, regardez ce qui les attend. Et on sent, comme je dis, qu'il y a un ton extrêmement tragique dans la mesure où H va voir non seulement sa petite amie, mais ses amis devenir eux-mêmes des démons. Alors, désolé, c'est entre guillemets un peu du spoil ou quoi, mais bon, j'imagine que voilà, vous avez vu, si vous regardez cette vidéo, vous avez sûrement déjà vu le film ou quoi. Bon, c'est pour ça que je vais essayer de pas être très long. Et donc voilà, je passe maintenant au scénario. Alors on a un schéma qui depuis est devenu classique et qui a été réutilisé, à savoir des personnages qui rentrent comme ça dans une maison abandonnée, à une cabane abandonnée, qui vont subir diverses outrances. Alors on me disait c'était déjà un canevas qui avait déjà été utilisé par Toby Hooper quelques années avant avec son massacre à la tronçonneuse. Sauf que là, le contexte était assez différent. Il y avait un contexte politique ultra fort, hein, tout le côté post-Vietnam, fermeture des abattoirs, etc. Ici, il n'y a pas vraiment de sous-texte politique, quoi, hein. Bon, on sent que bon, c'est pas des jeunes hippies qui partent à un concert ou quoi, ce sont des jeunes, voilà, une bande de copains en vacances, en congé, qui dont je vais dire l'un des membres de la bande voilà, en fait, il a pas loué, je veux dire, la maison, mais voilà, c'est une maison qu'il a retrouvée, je veux dire, de la part de son père, et donc voilà, ils vont passer un petit week-end là-bas entre copains, sans savoir trop ce qui les attend. Un canevas qui a été réutilisé et réutilisé, j'ai envie de dire, parfois jusqu'à la nausée, au point d'aspirer un sketch d'un certain Jean-Marie Bigard. Bref, et alors, ce qui est pas mal, c'est que malgré la courte durée du film, 1h25, générique compris, eh bien, Rémi prend le temps de développer ses personnages. Comme il le fera dans la quasi-totalité de ses films, hein. Le développement des personnages, c'est aussi une caractéristique majeure du cinéma de Sam Raimi, même quand il est bridé par la production. Et ça montre également l'une une composante de son cinéma, à savoir la lutte de genre contre les forces des ténèbres. Alors on pourrait penser également à Spider-Man face à ses ennemis, ou encore Darkman face à ses pulsions vengeresses, voire même un plan simple, hein, que l'argent ou ses protagonistes vont voir de l'argent littéralement tomber du ciel, et que l'envie, je veux dire, voilà, la cupidité va mener à des comportements assez extrêmes. On est toujours un peu dans la même idée, hein. Je veux dire, donc des gens qui doivent lutter à la fois contre des forces obscures, mais également contre leurs pulsions extrêmes naissantes.
Et alors, comment ne pas citer Ash, hein, je veux dire, délicieusement incarné par Bruce Campbell, qui est, je le disais, le personnage phare de la saga. Et ici, ce qui est particulier, c'est que Ash, c'est un personnage différent à chaque film. Ici, dans ce premier film, c'est un personnage, on peut dire lambda, voilà, il n'est pas forcément très bien caractérisé, voilà, c'est juste un jeune type en vacances, amoureux de sa copine, qui va avoir peur pour ses copains, pas forcément bonnet, hein, j'ai envie de dire qu'il est même assez courageux. Et plus tard dans les suites, bon, je reviendrai plus tard, on va littéralement transformer le personnage en figure de cartoon. Ça devient limite le coyote de Bip Bip et Coyote, voire même Gros Minet de Titi et Gros Minet, mais j'en dirai plus à ce niveau-là dans mes prochaines vidéos. Voilà en somme tout ce que je pouvais vous dire à propos de ce premier Evil Dead qui est vraiment une masterclass en termes d'horreur, hein. Je sais que ça a été dit et redit, mais je rajouterais que l'humour noir, parce qu'on dit souvent que le deuxième est plus drôle que le premier, ce qui est vrai, mais il y a déjà des bribes d'humour noir à travers ce premier opus, et notamment à travers le comportement volontairement outrancier des démons, et comme je le disais, la manière dont il termine, ça prête à sourire. Il y a un côté très cartoonesque dans l'horreur, ben, au même titre que les premiers films de Peter Jackson, comme je le disais. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et nous, on se retrouvera très vite pour la suite. Salut, salut, ciao.